La 4, question d'actualité DDTV. Bienvenue chers téléspectateurs, les amoureux du savoir et les amis de la bonne connaissance pure. Et votre émission La 4, aujourd'hui nous avons amené deux sujets qui sont des sujets très attrayants et beaucoup plus d'actualité pour pouvoir vous apporter de l'éclairage, de la lumière et pourquoi pas de précision sur ce qui se passe autour de vous et dans notre pays. Alors je m'en vais rapidement saluer toute l'équipe technique qui m'accompagne. Pourquoi pas notre PDG au niveau de Bruxelles, Richard Compaille. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné d'une figure que vous connaissez très bien. Lui, on l'appelle le chirurgien de l'État, le professeur Fouamba. Il est ici avec moi. Bonjour, professeur Fouamba. Bonjour, monsieur Jassi. Avec le professeur, nous allons décrypter ou encore disséquer le fait sur la précipitation et la confusion dans la gestion de l'État en République démocratique du Congo. Alors, professeur, oui. Nous avons choisi le sujet précipitation, confusion dans la gestion de l'État. Un mot par rapport à ce thème principal avant d'aborder notre question d'actualité. Un mot sur votre sujet, mais c'est un sujet intéressant. Les téléspectateurs, je crois que vous les avez habitués à la bonne matière. Précipitation, pourquoi? Parce que l'État est une œuvre séculaire. L'État est né après plusieurs siècles, plusieurs décennies du combat en Europe. Et il est type occidental. Alors, lorsque nous voulons construire l'État, nous devons éviter la précipitation. Précipitation dans l'organisation des élections, précipitation dans la sortie d'un gouvernement, dans la composition d'un gouvernement, dans les choix des ministres. Il ne faut pas qu'on se précipite. Il n'y a pas une course à la mort. La confusion, c'est qu'il y a aujourd'hui des recettes dans l'organisation du pouvoir au sein de l'État, des recettes sur les régimes politiques, des recettes sur les formes de l'État. Donc les Congolais doivent arrêter la confusion de régime, la confusion des formes de l'État. Merci professeur. Nous allons ouvrir les rideaux de cette tranche avec la visite qui n'est pas jusque-là connue, qui n'est pas annoncée officiellement. La visite de l'officiant principal de négociation de la cité de l'OIA, l'Union africaine. Et alors, il s'appelle Edem Kodjo, l'ancien premier ministre togolais, qui est arrivé dans notre pays, en République démocratique du Congo, depuis le jour récemment passé. Alors, professeur, que cache cette visite à Kinshasa de ces Togolais avant de chuter dans une autre question qui sera similaire à celle-là? Oui, mais ça, ce sont des questions journalistiques. Les Congolais sont habitués à parler des individus. Chaque fois, au cours de ces émissions, j'ai dit qu'il faut refuser de parler des individus. Et Edem Kodjo est venu chez nous. Le gouvernement ne nous a pas dit. C'est un citoyen du monde. Il peut se promener aussi, venir au Congo comme tous les autres citoyens. On ne nous a pas dit pourquoi il est venu. Donc pourquoi nous devons spéculer sur ça? Mais il a été le facilitateur des accords avant les accords de 18 octobre. Oui, mais les visites privées ne sont pas refusées aux gens qui ont officié des conférences chez nous, les gens qui ont été officiellement attitrés ou désignés pour diriger des forums chez nous. Ils ne sont pas interdits de faire des visites privées. Je crois que nous pouvons nous réserver de parler de Edem Kodjo comme un officiel tant que le gouvernement ne nous a pas dit ce qu'il est venu faire. Alors, bon, cela coïncide rapidement. Je peux passer déjà à cette question à ce qu'on envisage le troisième dialogue. Et ça tombe juste quand Edem Kodjo est arrivé. Je ne sais pas, est-ce que c'est pour préparer ce troisième dialogue, un peu une analyse anticipative dans ces histoires-là? Oui, je crois que peut-être un expert en matière de services publics, comme je sais que la crise elle est structurelle et fonctionnelle,
du point de vue de structure, je peux parler, répondre à votre question concernant l'organisation d'un troisième dialogue. Et ça fait partie des thèmes de mes réflexions. Je dis qu'il faut éviter la précipitation et il faut éviter la confusion. Un troisième dialogue, pourquoi faire? Est-ce que vous voulez que je dise si je suis favorable ou je ne suis pas favorable au troisième dialogue? Oui. Mais moi je soutiens, je suis l'adepte, le promoteur du dialogue permanent. Donc un troisième, un quatrième, un 15e, un 20e, tant que ça peut permettre aux Congolais de se réconcilier entre eux, je suis parti prenant. Alors, donc je soutiens 3e, 4e, 18e, 100e dialogue parce que je suis l'adepte du dialogue permanent. Qui n'aboutissent pas toujours à des résolutions adaptables à la condition de vie de la population. Non, non, ici il faut qu'on me pardonne l'expression, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est un adage de sagesse populaire qui est véhiculé en Europe, qui est connu. Les êtres humains, et ils changent d'avis. Donc, si on fait un 3e, un 4e, un 5e, un 18e, parce que moi les chiffres, quand on en a déjà 2, c'est déjà pluriel, qu'on aille jusqu'à 100, pourvu qu'on atteigne l'objectif. Alors, dialogue, pourquoi faire? Voilà la question intéressante, sur laquelle on peut débattre scientifiquement. Dialogue, pourquoi faire? Effectivement, dialogue pour baliser le terrain vers la réconciliation nationale, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et un gouvernement de salut public auquel j'ai donné un timing de 5 ans. Auquel j'ai donné un timing de 5 ans. Donc, pour moi, un dialogue pour baliser le chemin vers la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, sans opposition, sans majorité, pour baliser le chemin vers les vraies élections. Mais qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui sera fait qui n'a pas été fait pour que ces chemins soient réellement balisés? J'insiste sur le consensus intellectuel sur des principes. Mais, il faut que les Congolais arrivent. Ce sont les mêmes personnes qui reviennent autour d'une table, mais vous voulez qu'on attende quoi comme résolution? Mais ils peuvent corriger les erreurs, c'est ça le thème que vous avez choisi. Oui. Les erreurs à éviter, c'est de redire les choses sur lesquelles on était d'accord. Et les erreurs à éviter, c'est de se répéter et de refuser de s'entendre. C'est une erreur à éviter. Vous saviez que la fois passée, vous êtes parti en queue de poisson à cause de tels points. C'est là où on parle de la confusion. Oui, discutons-en et voyons, mettons-nous d'accord. Et qu'est-ce qui peut nous mettre d'accord en matière d'État, de l'organisation et de la gestion collective de l'État, parce qu'il faut éviter la précipitation et la confusion. Qu'est-ce qui peut nous mettre d'accord? Mais la forme de l'État est connue. La forme du gouvernement est connue. La forme de l'État, c'est territorial, c'est physique, c'est géographique. Forme de gouvernement, c'est la manière dont il faut gouverner un État. Mais ces questions-là ne peuvent plus nous diviser. Maintenant, il faut seulement déterminer un gouvernement du régime présidentiel ou un gouvernement du régime parlementaire et tirer les conséquences. Donc déterminer les principes n'est plus rester dans la confusion mi-parlementaire, dans vos anciennes émissions, je crois que les gens nous ont compris, mi-parlementaire, mi-présidentielle, et à la fin, c'est la dictature qui s'installe dans le fait, avec des révisions constitutionnelles qui créent la confusion. Donc il faut arrêter tout ça. Un troisième dialogue, oui, pour revenir à votre question et avancer correctement. Troisième dialogue, oui, avancer. Quatrième dialogue, oui, en résolvant les problèmes qui sont en train de nous diviser. Notre pays, il est à la fois un État unitaire, décentralisé et régionalisé à tendance fédérale. Non, mais on peut se décider, on peut déterminer une forme et nous concentrer tous sur cette forme-là et mettre en place les structures au niveau de la base. Alors, professeur, il y a une question qui vient vraiment cadrer avec le thème principal qu'on a choisi aujourd'hui. Il s'agit de la proposition du changement de Premier ministre en République démocratique du Congo. Il y a eu des déclarations lues quelque part, pour ne pas citer la source, qu'on a dit qu'il faudrait que Bruno Tshibala, l'actuel Premier ministre, puisse céder le fauteuil à Félix Tshisekedi pour une durée de 2 ans. Alors que nous parlons de la précipitation, de la confusion, quelle lecture faites-vous par rapport à cela? Parce que vous avez l'autre fois évoqué votre pensée de schéma 5 ans de transition. C'est encore une erreur. Permettez que je bondisse là-dessus. C'est une erreur de croire que dans 2 ans, on peut faire une transition correcte et organiser des vraies élections. C'est une erreur à éviter. Une erreur de timing.
si ceux qui nous suivent peuvent comprendre, parce que j'ai mis tout mon temps pour expliquer comment un État peut être, le pouvoir peut rentrer dans notre société et fonctionner régulièrement pour que nous tous nous puissions bénéficier des richesses que le pays, dont notre pays est doté par la nature. C'est une erreur d'imaginer que dans 5 ans, dans 2 ans, on pourra avoir un gouvernement national qui pourra fonctionner et qui peut nous amener aux élections. Une erreur. Deuxième erreur, c'est encore un arrangement particulier entre politiciens en dehors d'un consensus. C'est une erreur, en dehors d'un consensus. C'est vrai que nous réfléchissons sur une rumeur, parce que rien n'a été décidé. On ne nous a pas dit effectivement qu'il y a un forum qui réunit des personnes attitrées dans ce pays pour désigner un Premier ministre. C'est encore une erreur que je dénonce. Il ne faut pas des petits arrangements particuliers qui ne vont pas réunir un consensus intellectuel autour du principe du gouvernement. Qu'est-ce qu'on recherche? On veut que le Congo soit gouverné de manière consensuelle et non conflictuelle. Donc vous condamnez cette démarche-là, c'est encore une erreur. Cette démarche-là, je la proscris, elle n'est pas encouragée. Ça s'inscrit dans la précipitation et dans la confusion. Qui désigne les délégués qui sont allés pour aller désigner le Premier ministre pour 2 ans? Qui ont déterminé les 2 ans? Vous avez aussi, dans une de vos notes, oui, parlé de la proposition d'une élection de la base. Oui. C'est là, bon, expliquez un peu le schéma. Oui. Dans le schéma des 5 ans, je veux un gouvernement d'union nationale, un gouvernement sans opposants, un gouvernement sans majorité, un gouvernement des citoyens congolais. Pourquoi? Parce qu'à la base, nous avons des partis politiques nominatifs, numériques, qui n'existent pas sur l'étendue de la République. Alors, pendant 5 ans, nous pouvons organiser nos collectivités avec l'appui des partis politiques réels. Et dans mon schéma, j'ai suggéré même qu'au cours de ces 5 ans, on organise les élections à la base. Et ça permet les partis politiques de s'implanter sur toute l'étendue de la République. Alors, professeur, expliquez-nous comment ces élections seront-elles organisées à la base? Qu'est-ce que vous envisagez comme stratégie pour atteindre toute... Oui, dans l'organisation administrative et territoriale, nous partons de la loi constitutionnelle qui nous donne autant de provinces, autant de collectivités, autant de secteurs, autant de groupements, autant de villages. La loi sur la décentralisation a déjà été élaborée. C'est déjà un acquis de droit. Nous allons organiser, pendant les 5 ans, organiser notre collectivité territoriale, notre territoire national, en différentes régions qui ont été subdivisées. Ça doit être un travail du gouvernement de l'Union nationale, sans opposants, sans majorité. Et ce gouvernement-là s'attellera à installer les 26 provinces. C'est le 26, hein? 24, 25 plus la ville de Kinshasa. Donc ce gouvernement-là aura pour tâche installer les 26 provinces, organiser les élections à la base pour avoir des bourgmestres, pour avoir des chefs de collectivité, pour avoir des conseillers municipaux, pour avoir... Donc, et à travers ce travail, les partis politiques devraient participer. Et la raison pour laquelle j'avais proposé, il faut que les partis politiques soient des partis politiques clanico-tribalo-régionales. Pourquoi? Parce que l'organisation régionalo-clanico-tribale empêche l'État d'émerger dans notre pays. Alors, si nous créons les partis politiques à tendance familiale, les gens me disent non, ça ne va pas balkaniser. Non, ça ne va pas balkaniser. Parce qu'au niveau de la politique nationale, il sera difficile qu'une famille ait un siège au Parlement. Et cette famille-là sera obligée, avec son parti politique, de composer avec un autre parti politique pour arracher un siège de leur collectivité. Il y aura un esprit public collectif qui va naître au niveau de la base. Et on fera des élections jusqu'en province avant d'arriver aux élections présidentielles. Et pendant 5 ans, un gouvernement sans opposants, sans majorité, peut nous faire ce travail. Il peut nous faire le travail du recensement. Et faire signer un pacte de réconciliation nationale. De dire aux gens, vous êtes de cette collectivité, vous êtes de telle famille, vous êtes de telle famille, vous habitez la même collectivité. Vous habitez la même collectivité. Vous devez avoir un esprit commun que votre bourgmestre puisse s'occuper de vous tous. Que ce ne soit pas le bourgmestre et contre ceux-là. Donc, quand c'est un chef, un administrateur du territoire, que ce soit un autre administrateur du territoire. Et ce schéma permettra aux Congolais de devenir des citoyens. Il faut acquérir la qualité des citoyens. Pourquoi? Parce que le mot citoyen
c'est un substantif abstrait qui englobe l'individu qui appartient à l'État. C'est ça l'expression citoyenne. C'est des individus qui n'ont pour lien avec la cité que leurs droits et leurs devoirs. Ce n'est pas la consanguinité. Or, mon frère, ma soeur, de ma collectivité, nous sommes liés par le sang. Le sang annihile l'homme. Le sang trahit. J'ai déjà expliqué la théorie de l'auto-trahison. Ouais. Le sang trahit. Vous êtes un grand frère, vous êtes un bon à rien, le petit frère connaît beaucoup de choses, vous allez le faire taire en famille parce que vous êtes grand frère. Mais dans nos traditions, on élève le jeune frère qui s'est marié, qui a des enfants, il a plus de la parole que le grand frère qui n'a pas. Et ce combat, c'est parce que quand on crée artificiellement un chef, ce qu'on appelle l'émancipation en droit, on émancipe le jeune parce qu'il s'est marié, il a des enfants, toi tu restes jeune frère parce que tu es un grand frère sans femme, sans enfant, lui il a acquis une maturité par le mariage. Donc ça crée le citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui peut parler, non pas parce qu'il est votre petit frère ou il est votre frère, non, parce qu'il appartient à la cité. C'est celui-là qu'on appelle le citoyen. Mais puisque votre schéma suppose beaucoup de travail à réaliser là-dessus, il faudrait commencer d'abord par recycler, en fait, former la population. C'est le travail du gouvernement. Avec des partis politiques et des ONG. Ce travail prendra ces 5 ans ou ça sera au-delà même de 5 ans? Parce que votre schéma de 5 ans, j'aimerais qu'on reste un peu... Oui, on corrige le schéma céleste. Voilà. Je vous dis, pendant une année, on peut faire beaucoup de choses si on est unis. Les gens du Nord, les gens du Sud n'existeront plus. Ça sera nous, Congolais. La difficulté, c'est que le Congo n'est pas habité par des Congolais. La difficulté, les Congolais sont les citoyens. Donc les individus qui ne se localisent pas en fonction de leur tribu. Ce ne sont pas des individus clans. Un citoyen, c'est un monsieur, un individu qui... C'est pour cela que la société étatique, entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse, la société étatique se construit avec les patriotes et non les nationalistes. Parce que les nationalistes se fondent sur l'amour de leur pays parce qu'ils sont de ce pays-là. Mais généralement, ils participent à la construction de l'État. C'est comme si dans la citoyenneté, on incorpore tous les individus qui sont nés ailleurs, mais qui ont opté d'habiter le Congo, qui aiment le Congo. Des patriotes. Voilà la différence entre le nationalisme et le patriotisme. Vous avez dit que le Congo n'est pas habité par des Congolais. Il n'est pas habité par des Congolais, il est habité par les Ngwandi, les Luba, les Congo, les Pende, les Chokwe. Et cette subdivision clanico-tribale empêche... la nationalité congolaise. Nous avons plusieurs nationalités. J'avais déjà dit un mot là-dessus. Voilà, nos ethnies, voilà, nos ethnies sont des nations qui ont été étouffées dans l'œuf à la rencontre avec les Blancs. Nous avons des royaumes qui devaient être des grands ensembles sociologiques et des grands pouvoirs étatiques. Des empires, des royaumes. Notre pays est composé de plusieurs royaumes et empires qui se sont disloqués, mais qui sont restés comme des centres, des forces centrifuges qui freinent l'élan de la citoyenneté. Et je vais vous expliquer. Oui, quand on demande au chef coutumier, on veut réhabiliter le chef coutumier, c'est pour bloquer l'État. Bloquer l'État, pourquoi? Parce qu'on va empêcher les citoyens de récupérer leur souveraineté. Pourquoi? Parce que le chef va dire, ce sont mes sujets, ce que moi je vais dire, c'est ce qu'ils vont faire. Et chaque chef va dire, ce que je vais dire, les moi-même va dire, ce que je vais dire, c'est ce qu'ils vont faire. Donc quand on ferme la bouche aux citoyens et dit pas ce qu'ils veulent, l'État ne viendra. Voilà, tout ce travail doit être fait à la base grâce aux partis politiques de tous ces milieux-là. Et les partis politiques à tendance nationale devraient s'implanter dans des collectivités pour expliquer leur idéologie. Est-ce que, professeur, votre schéma sur ces 5 ans de transition peut être peut-être revu encore à la hausse, parce que vu le nombre de travaux qu'il faut réaliser, le volume du travail à réaliser, je remarque que la dimension un peu beaucoup plus gigantesque. Donc sociologiquement c'est du travail. Oui. Ouais. À la fin de ce schéma, je suis en train d'envisager que vous allez encore revenir pour dire que il faudrait ajouter 2 ans, il faudrait ajouter 3 ans. Non, moi je ne reviens pas. Quels sont les mécanismes que vous envisagez dans votre projet de 5 ans qui vont aider effectivement ces projets à être réalisés pendant les 5 ans, même
prenant en compte aussi les manœuvres dilatoires et autres. Oui, mais c'est très simple. Les éléments sur lesquels je fonde le schéma, c'est d'abord la volonté de réaliser les 5 ans. La volonté, je vous ai dit que les 5 ans, dans vos anciennes émissions, je vous ai dit que le timing de 5 ans, je l'ai conçu pour rationaliser les débats. Il faut qu'on ait un temps pour que nous nous fixions un objectif. Et si, par un gouvernement d'union nationale, nous nous sommes fixés l'objectif de construire une nation, nous allons y arriver dans 5 ans. D'ailleurs, on y arrivera même dans une année. Parce que la nation vient de quoi? La nation vient du vouloir vivre collectif. Le fait d'aimer de vivre ensemble. Mais les Congolais n'ont pas du mal à vivre ensemble au Congo. Mais ils ont tout simplement du mal à transcender leurs limites clanico-tribalo-ethniques. Qui sont des limites presque mythico-religieuses. Parce que les gens pensent à un ancêtre commun dans leur famille et c'est un blocage. Alors si nous avons un gouvernement qui décrète la mesure de l'unité nationale avec un gouvernement d'union nationale, mais on va envoyer dans votre secteur, on envoie un administrateur qui n'a rien à voir avec votre collectivité. Il y a des méthodes. On peut envoyer un gouverneur, Mobutu avait essayé de faire ça. On peut envoyer, nous avons dans notre... Mais qui n'a pas réussi. Non, ça a réussi quand Kanda a été élu à Goma. Au détriment des originaires mais ça aboutit à quoi? Non, mais c'est parce que la volonté de tous ces éléments que moi je suis en train d'analyser, ça manquait des obstacles clanico-tribalo-ethniques et avec les traditions empiriques des anciens empires et royaumes, ça empêche le Congolais de se considérer comme nous Congolais, nous citoyens congolais. Et c'est ainsi quand il les raisonne en termes d'une alternance de gouvernement à Bango. Donc un gouvernement intitulé par exemple de Katangé, un gouvernement de Ngwandi. Vous comprenez, ce raisonnement, dans peu de temps, les 5 ans sont suffisants pour faire... Je peux quand même terminer, oui, parce que vous parlez de temps et ça vous a choqué, vous sentez que le temps est court. Non, je vous ai dit, on pourra renouveler même cette histoire de 5 ans comme mandat qui a été mis dans la Constitution. Pourquoi j'avais envisagé ça? C'est parce qu'effectivement, la tension vers le pouvoir et la conservation, l'exercice du pouvoir et la conservation du pouvoir, des personnes qui détiennent le pouvoir généralement ont tendance à en abuser. C'est connu même en Europe. Les dictatures viennent de l'Europe. Les dictatures ne sont pas d'origine africaine. Pourquoi on a limité les temps? Parce que chez eux, ils ont rationalisé les débats. Ils ont rationalisé la gestion de l'État. Actuellement, notre gestion n'est pas rationalisée. Raison pour laquelle je nous donne 5 ans d'une guerre culturo-juridique. Merci, donc on se bat pour qu'on se dise on doit finir cette histoire. Professeur, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Le téléspectateur m'ont écrit de partout dans le monde, en Allemagne, en Belgique. Il vous reproche d'une chose que j'aimerais vous en faire sous forme d'interrogation afin de pouvoir expliquer si c'est eux qui sont un peu dans l'ignorance. Vous allez essayer un peu d'apporter de lumière. Ils m'ont écrit en disant que le mal avec le professeur, il réfléchit, il fait un travail beaucoup plus intellectuel, il est au niveau de la tête, beaucoup plus sur la pensée et non sur la réalité. Donc le professeur ne prend pas en compte les cœurs de toutes ces autorités et tous ces gouvernants qui chercheront, si une fois on mettait en place ces schémas, qui chercheront de voir ces moyens pour pouvoir pérenniser leur pouvoir, de pouvoir mettre en place, en fait, renforcer leur autorité pour revenir encore dans le gouvernement de l'Union nationale. Professeur, oui, mais la crainte, généralement, il faut craindre. Si wispa kempara bellum, dit un adage, un vieux brocard latin. Quand vous voulez la paix, il faut préparer la guerre. Le peuple a peur, mais quand il a peur, il fait quoi? Il constitue les garde-fous. Premier élément de réponse. Chaque fois que vous avez peur de vous lancer parce que ces gens-là vont faire, mais c'est vous les titulaires de la souveraineté. Rappelez-vous nos anciennes émissions, nous vous avons dit problématique de l'exercice du pouvoir et la problématique de la souveraineté, la mutation de la souveraineté. C'est quand le peuple comprend qu'effectivement, maintenant nous mettons en place un gouvernement pour nous, mais il va surveiller ce gouvernement-là. Il va faire ce qu'on appelle, réponse en droit, l'auto-gendarme de l'ordre établi. L'auto-gendarme de l'ordre établi, c'est fait par des cellules populaires.
des regroupements des cellules populaires, des citoyens qui se regroupent, qui n'acceptent pas que leur chef de quartier se pérennise au pouvoir, leur chef administrateur du terroir se pérennise au pouvoir. Chaque fois qu'il y a une élection, ils sont là pour renouveler l'élection, pour chasser le monsieur qui n'a pas bien travaillé. Donc ils doivent faire l'auto-gendarme de l'ordre de l'État. C'est qu'on a essayé de faire en plusieurs reprises qui n'a pas abouti à de bons résultats. Non, chez nous, les Congolais sont spectateurs, les véritables spectateurs, téléspectateurs, spectateurs de leur propre vie. Ils attendent l'Amérique. Désormais, tous qui ont senti ce que je dis comme idéal intellectuel qui permet l'État de s'implanter, doivent d'abord savoir, en guise d'élément, troisième élément que je vais ajouter, que l'État est un être abstrait. L'être abstrait, c'est un être juridique, l'État. C'est un monstre, il n'existe pas. Et là, en dehors de toi et moi, en relation internationale, on l'appelle monstre froid. Le monstre froid, ce sont les juristes publicistes du droit public interne qui ont dessiné, c'est dans ainsi par là, les Kama Sutra. C'est dans cette œuvre-là qu'on a parlé de ces dossiers de l'État, c'est un monstre froid, avec qui on ne peut pas dîner. Il n'existe pas, donc il est intellectuel pour vous qui dites oui, vous voyez le pauvre est trop intellectuel. Mais oui, l'État est moral et intellectuel. C'est une intelligence. Pour élever les âmes vers notre État, nous devons refuser nos particularités, nos réalités sociales. Je sais que je n'appartiens pas à tel clan, cette collectivité est dominée par telle tribu, mais puisque nous sommes dans un État, je peux y habiter. Donc c'est ça le problème de l'État. L'État a besoin des êtres artificiels, des citoyens. Donc lui-même, une personne abstraite, il veut, les personnes pour la construire, ce sont des citoyens qui sont aussi des personnes abstraites. Un citoyen, c'est un être juridique. Voilà pour mes amis, vous pouvez comprendre pourquoi nous sommes dans l'intellectuel. Les citoyens, c'est un être juridique à qui l'État donne des droits, à qui l'État impose les devoirs. L'être juridique citoyen impose, donc réclame des droits aux citoyens, et plutôt à l'État, et il exerce les devoirs pour soutenir l'État. Voilà les rapports entre État et citoyen, sont des rapports abstraits. C'est là où on parle de la confusion. Voilà. Si on veut prendre en compte ce qui se passe dans notre pays. Oui. Alors, il s'agit de gens qui considèrent le citoyen comme un être concret. Voilà. De le considérer comme un être abstrait, en vue de pouvoir réfléchir sur ce que sera son avenir. Et les gens, une fois arrivés au pouvoir, ils se voient d'abord eux. Or, il faut d'abord, selon vos explications, qu'il faudrait se dépasser. Il faut se dépasser. Il faut s'oublier, servir la nation. La nation elle-même, un concept aussi abstrait qui signifie l'ensemble de la population. L'ensemble d'individus qui composent la collectivité. La nation, c'est la nation qui est le siège de la souveraineté. Troisième élément abstrait, intellectuel, la représentativité. Je crois que nos auditeurs, nos téléspectateurs, auditeurs de votre radio-télévision peuvent être formés à cette école, au fambisme, parce que c'est l'école qui dit où on connaît, on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas, on ne peut pas s'aventurer et venir parler en public. On ne parle pas en public quand on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas, on se tait. Voilà la nation, l'État lui-même abstrait, le citoyen abstrait. Les citoyens se mettent dans un groupe qu'on appelle la nation. Abstrait aussi. Et ce groupe abstrait va faire encore une abstraction qu'on appelle la représentativité. Ce sont des institutions intellectuelles, morales. Elles sont abstraites. Ce sont des personnes morales. On va élire on va faire les élections pour que les personnes qui vont partir nous représentent. Nous représenter signifie aussi une abstraction. Et raison pour laquelle les Congolais doivent se prendre en charge. Mais professeur, on dira que vous avez les yeux, ou encore vous avez une réflexion eschatologique. Vous voyez déjà les choses bien arrangées pour vous. Parce que dans votre réflexion, nous sentons la dimension de voir les institutions fortes et non les hommes forts. Exactement, c'est ça la démarche. Au moment où actuellement nous ne vivons pas encore dans cette dimension, c'est une démarche qu'il faut faire. Voilà pourquoi il faut un gouvernement d'union nationale pendant 5 ans. Et s'il faut renouveler, parce que vous m'aviez coupé, s'il faut renouveler, c'est le peuple, par ses délégués en conférence, qui vont statuer sur le bilan du gouvernement.
une notion aussi qui n'existe pas dans le vocabulaire congolais. Professeur, je vais vous accorder la parole. Oui. Et dans cette optique, j'aimerais vous informer que le samedi dernier, le président de la République avait présidé une conférence, une cérémonie pour célébrer la coopération militaire entre la RDC et la France. On avait suivi le professeur l'autre fois quand il avait parlé de le peuple devait se prendre en charge, le peuple devait réagir et participer dans la progression, dans la gestion du pays. Déjà, en renforçant cette autorité militaire, ça craint. Pour eux, ils pensent que c'est pour le fragiliser. Vous êtes des journalistes d'investigation, je vous conseille souvent certaines de vos questions, des spéculations sur le comportement du chef de l'État, ce qu'il a fait, ce qu'il s'appelle donner, et revenons, mettons le deux pieds sur terre, parce que nos amis nous ont demandé d'avoir deux pieds sur terre. Nous voulons réaliser l'État. Nous devons déjà, dans un premier temps, nous rendre compte que l'État est abstrait, c'est nous l'État. C'est nous les participants à la composition de l'État, c'est nous les citoyens qui formons l'État, c'est nous qui jouons le rôle dans l'État. Et dès que nous avons pris cette conscience, c'est pour ça que je parle de la conscience collective, le fait de résister collectivement comme une communauté nationale, c'est encore abstrait. Il faut demander à nos téléspectateurs. Expliquez d'abord, avant d'arriver là, expliquez d'abord ces renforcements de l'autorité militaire et la coopération. Oui, c'est pour ça que je voudrais y arriver. J'ai dit, quand on renforce l'autorité militaire, on veut avoir une défense nationale. En termes objectifs, c'est que l'objectif, c'est d'avoir une armée nationale qui pourra sécuriser notre territoire. Il ne faut pas voir ça des mauvais œil. Et qui peut gouverner? C'est celui qui est en place. Quand il est en place, il crée un ministère des Finances pour nous. Il construit un bâtiment. Mais ce bâtiment va rester. Tous les ponts que Napoléon a fait, il était dictateur. Napoléon, il était corse. Il n'était pas français. Bismarck, il n'était pas quoi. Hitler n'était pas allemand. Les patriotes peuvent construire le pays. Il met en place une coopération où on forme les militaires. Mais c'est pour notre armée. Nous n'avons pas d'armée. C'est pour notre armée. Alors, pourquoi voir derrière la formation d'une armée le renforcement de l'autorité du président au lieu de l'autorité de l'État? Donc il ne faut pas avoir des idées obscures. Il faut considérer que même un dictateur sanguinaire construit le pays en jetant un pont sur une rivière. Quand il meurt, vous n'allez pas casser le pont parce que c'est le dictateur qui l'avait fait. Donc cette parenthèse peut vous faire comprendre que quand on prend... Le président est le représentant symbolique de notre nation dans le monde. Et il conclut les traités avec les pays du monde pour nous. C'est dans le cadre de cette coopération qu'il signe un contrat pour qu'on puisse former nos militaires, une brigade, pour assurer la défense de notre territoire. Je ne vois pas pourquoi on doit spéculer là-dessus, prendre la formation d'une brigade comme un élément de destruction de l'autorité de l'État. Non, c'est la construction de l'autorité de l'État. Parce qu'il faut des institutions qu'il a perçues. C'est pour ça que vous avez fait les travaux des études de journalistes. Vous êtes intelligent. Vous avez compris que je me bats pour les institutions et non pour les individus. Parce que le principe, c'est que les individus passent, les institutions restent. Il faut que nous ayons un gouvernement d'une forme consensuelle qui restera après tout ce qui aura été ministre dedans. La forme gouvernement d'union nationale dans un État unitaire restera. Les hommes là passeront. Tous ceux qui ont été ministres dans notre pays, ils sont déjà passés. Si nous avons un État unitaire, décentralisé ou régionalisé, consacré et installé par notre gouvernement de 5 ans, mais l'État va rester en train de se développer, même si les membres de ce gouvernement vont disparaître. Donc il faut militer pour les institutions plutôt que d'être fanatique d'un individu. Donc en termes d'institutions, il faut un gouvernement de 5 ans d'union nationale qui peut mettre en place la machine de la représentativité. Alors, chers téléspectateurs, vous avez suivi comment le professeur a pu expliquer ces renforcements. Et pour le professeur, ce n'est pas pour renforcer l'autorité du chef de l'État, mais c'est pour renforcer l'autorité du pays, la sécurité surtout. Donc c'est dans cette optique que le professeur a pu expliquer cette question d'actualité. Alors professeur, nous chutons vers la fin de notre émission. Quelles sont les pistes de solutions qu'il faut apporter
tout ce que nous avons pu dire concernant la précipitation et la confusion dans la gestion de... Je nous interpelle, monsieur le journaliste. J'interpelle notre classe politique parce que je vous ai dit, je suis ahuri de constater que tous les diplômés du Congo ne sont pas des intellectuels. Je m'explique. Nous avons étudié pour servir d'experts, d'expertise, d'élite, de porte-étendard à notre nation, à notre société. Alors, si nous ne parvenons pas à vivre de l'abnégation, à nous décider, à nous entendre sur des principes de gouvernement, on n'aura pas de pistes de solution. C'est pour ça que moi j'ai proposé, j'ai dit, il faut éviter la précipitation. J'épingle les éléments de la précipitation. J'avais dit dans les émissions passées, pour ceux qui ont suivi, ils peuvent coordonner mon argumentaire. L'indépendance n'a pas été arrachée à la Belgique, elle nous a été donnée dans la précipitation. Et tous qui connaissent l'histoire du Congo répètent qu'il y a eu l'impréparation des cadres. Et le professeur Van Bilsen, l'historien, il était même pas sociologue, l'historien, il a dit non, pour que les Congolais prennent l'indépendance, il faut 30 ans, il faut préparer les cadres. On s'est précipité, nous voulons l'indépendance immédiate, c'était le slogan de Lumumba et de Kassabou. L'indépendance immédiate, nous avons eu 5 ans de déboires. Il n'y avait aucune élite capable de prendre les règnes du pouvoir. Et je tire ça du mot de déclaration d'indépendance de Robert. Il a dit, vous avez pris en charge le destin de votre pays. Il y a beaucoup de choses compliquées dans la gestion du pays. Quand vous aurez des questions difficiles, référez-vous à la Belgique. Parce qu'il n'y avait pas de gens pour savoir comment on gère le ministère des Finances, comment on gère la défense nationale, comment on gère la sécurité. Il n'y avait pas de gens. Et vous voyez, nous avons eu 5 ans perdus, Mobutu il a fait 32 ans. Et la même précipitation, tous les Congolais ont commencé à crier, le mal du Congo c'est Mobutu, le mal du Congo c'est Mobutu, le mal du Congo c'est Mobutu. Si Mobutu part, on fait quoi? On va avoir la démocratie, le pays va changer. Et Mobutu était parti, vous avez tous grandi sous le Mobutu, vous étiez des enfants, et rien n'a changé. La plupart qui sont kabylistes aujourd'hui, c'est des Mobutistes qui ont pris Kabila en otage. À part quelques jeunes que lui, qui sont montés avec lui au pouvoir, mais la plupart c'est des kabylistes et des Mobutistes. Donc ce qu'il faut combattre, c'est le système, il ne faut pas combattre des individus. Il ne faut pas combattre les individus. Les gens qui disent Mobutu part, nous serons en démocratie, se sont trompés. C'est une erreur. À cause de la précipitation, on a cru que Mobutu part, on va avoir l'indépendance. On n'a pas eu l'indépendance. Et dans le même contexte, il y a eu l'organisation d'un dialogue dans la précipitation sur Outenika, le transfert du pouvoir entre Mosé Laurent Désiré Kabila avec Mobutu. Dans la précipitation, personne n'a compris. Et tu m'as même soufflé ici et Dem Godé s'est revenu. C'est toujours comme ça. Dans une confusion et précipitation, on apprend qu'on nous a donné un chef. Non. Et pendant ce pourparlers, on n'a pas su ce qui s'est passé. C'est Mourad Mosé Laurent qui est venu. Nous l'avons acclamé comme un dieu. Vous connaissez dans quelles conditions il a disparu. Et dans les mêmes conditions, toujours dans une précipitation et dans une confusion indicible, on nous a mis le jeune Joseph Kabila, qui n'avait que 29 ans. Alors qu'il y avait des généraux. S'il y avait une réunion réfléchie sur les questions de gestion de l'État, de ceci, on aurait pu trouver quand même quelqu'un qui pouvait gérer. Mais on l'a choisi dans une confusion totale, parce qu'on n'a jamais compris comment la succession de Laurent Désiré Kabila était faite du point de vue de droit. Et j'ai analysé à l'université, j'ai analysé la succession, l'accession du président Kabila au pouvoir comme un coup d'État dans un coup d'État. C'est mon 3e article pour passer chef d'État. J'ai dit le soubassement théorique de la succession de Laurent Désiré Kabila. Un 2e coup d'État. Parce que l'assassinat a été un coup d'État. Mais dans l'organisation du pouvoir, parce que ma question c'est toujours qui va prendre le pouvoir pour faire quoi pour le Congolais. Et j'ai vu qu'il y a eu un coup d'État d'un fils blessé par la mort de son père. Il a lancé un défi à tous ces généraux-là, il a pris le pouvoir. Voilà comment j'ai expliqué la prise du pouvoir de Joseph Kabila. Et pendant un temps, les gens se sont retrouvés dans une confusion incroyable. Ceux qui ont cru et le combattre l'ont appelé à San City. Pour ceux qui ne savent pas, vous Congolais, vous êtes allés à San City, c'est vous qui avez invité le président Kabila. Après la prise de pouvoir, après la mort de son père, c'est vous
quand l'opposition avait demandé, l'IDPS avait demandé le dialogue, on a prévu un dialogue à San City où tout le monde est parti dans une confusion totale et finalement, on a eu un gouvernement 1+4. Parce que quand vous avez invité Kabila au dialogue, vous l'avez intronisé. Vous des RCD Goma, vous des MLC, vous, tous les groupuscules là qui voulaient diviser le Congo, ont demandé d'aller au dialogue avec le pouvoir central qui était représenté par Kabila. Tout ça, vous le mettez dans... J'ai mis ça dans la confusion et dans la précipitation. Et quand on y arrive, on ne comprend pas. Les gens sortent, on a un chef. Et finalement, quand le chef est affaibli, le régime n'est pas connu, la forme du gouvernement est en difficulté, le pays ne peut pas être convenablement gouverné. Donc vous... Voilà, j'alerte, je nous interpelle. J'ai dit non, mais évitons un gouvernement 1+18 et puis avec des ministères divisés selon le groupe de RCD. Vous pouvez gouverner un pays comme ça. J'ai soutenu scientifiquement qu'il s'agit là de 5 républiques. Le 1+4 c'était 5 républiques. Et pour cause, vous les téléspectateurs du Congo, parce que dans une même république, vous avez eu les délégués ministres du RCD qui étaient dans leur portefeuille, là c'est chez eux, ça c'est eux. Les délégués ministères de MLC, les délégués au ministère du pouvoir royal. Et même dans la parastatale, là où il y avait les entreprises, vous avez divisé le pays en groupuscules fondés sur la guerre de la libération. Donc on ne peut pas gouverner dans cette ambiance-là. Quand il y a confusion de gestion, confusion de détermination de compétences, vous ne pouvez pas gouverner. Donc j'ai dit, et puis ne le faites pas dans la précipitation. Donc c'est pour ça que j'ai dit pendant 5 ans, entendez-vous. Traduisons toutes les questions en termes de droit. Faisons des lois claires et nettes. Régime juridique, régime politique du Congo, et régime présidentiel. Sans teinter des parlements, ceci tombe. Allez, voilà, on considère que nous avons un gouvernement présidentiel. À ce moment-là, le président s'assume avec ses ministres. Soit nous avons un gouvernement parlementaire, un parlement qui nomme un premier ministre, le premier ministre nommé par le président. En ce moment-là, nous aurons un exécutif dualiste avec un président élu et un premier ministre choisi par sa majorité. C'est clair, les choses. Donc, éclairons tous ces débats pendant les 5 ans. Gouvernons convenablement le pays. Tout le monde ne va pas devenir ministre, tout le monde ne va pas devenir député, tout le monde ne va pas devenir président de la République. Nous sommes des milliards. Donc ce n'est pas la peine de nous battre comme évitons la précipitation. Nous sommes à la croisée des chemins. J'ai écrit ça. J'enseigne le public congolais. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons toutes les chances d'organiser correctement le pouvoir au sein de notre société. Merci beaucoup, professeur, pour votre disponibilité de venir à tout moment répondre à nos questions. Je vous dis un grand merci. Merci. Pour le professeur, il faut éviter la précipitation et la confusion en vue de pouvoir construire ou reconstruire notre pays ensemble pour assurer un avenir radieux et meilleur à toute notre progéniture et notre descendance. Voilà, je vous dis un grand merci, vous qui êtes branchés pour suivre cette tranche d'animation, la 4, question d'actualité d'EDTV. Je salue toute l'équipe technique, je pense à Manassé, à Gauthier, au DT, qui est Jean-Cy là. Je vous dis vraiment un grand merci de m'accompagner toujours pour que j'arrive toujours à tout moment vous proposer ces belles images et ces belles discussions qui vous donnent suffisamment, vais-je dire, d'éléments, d'informations et d'analyses pour que vous ayez ensuite la bonne manière de discuter et d'éclairer aussi les autres qui ont de l'ambiguïté dans leurs réflexions. Alors, pour aujourd'hui, nous nous limitons là et je vous dis au revoir et à très bientôt. La 4, question d'actualité DDTV.